Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Triangle. Le Triangle, cette fois-ci, va s'intéresser à la question de l'effritement de l'autorité de l'État au Burkina Faso. Un effritement constaté par les contestations à outrance, les défiances vis-à-vis de l'autorité de l'État, mais vis-à-vis aussi de ceux ou celles qui incarnent la force publique à travers ce qui est constaté contre les forces de défense et de sécurité. Il y a aussi ce que nous voyons sur les réseaux sociaux par rapport aux réactions et aux commentaires de tout genre. L'effritement de l'autorité de l'État a bien une racine, les choses ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps que les premiers signes ont été effectivement visibles, sauf que là, nous sommes en train d'atteindre un autre niveau d'effritement de l'autorité de l'État. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Quels sont d'ailleurs les fondements de cette autorité de l'État? Comment est-ce qu'elle s'exerce? Autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission spéciale dont j'ai le plaisir de présenter. Et avec nous, pour parler de ce sujet, nous avons M. Kalifara Séré, administrateur civil. Il a été secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Ancien secrétaire permanent de la Commission nationale pour le développement, le CONAD. Il est aujourd'hui dans un cabinet, il est aujourd'hui patron d'un cabinet qui s'occupe des questions de la gouvernance locale, de la sécurité, du développement et de bien d'autres domaines. Bonsoir, M. Séré. Bonsoir. Merci d'être venu à notre émission. Nous sommes également avec Dr Nestorine Sangari. Elle est la directrice exécutive du CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Elle a été ministre de la promotion de la femme, coordonnatrice également du consortium Burkina 2050. Je rappelle qu'elle est sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Nous sommes également avec M. Assegna Anselme Sonda. Je rappelle avant qu'il est juriste et député de la transition, donc ancien député CNT comme on les appelle. Il est chargé de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Madame, Monsieur, voici campé le décor de notre émission. Nous vous disons merci, vous qui nous suivez. Encore merci à tous nos invités. Et nous allons commencer cette émission par ce qu'on appelle les fondements déjà. Qu'est-ce qui fonde l'autorité de l'État sur le plan de l'administration, sur le plan juridique? Il y a que l'État est organisé. Comment est-ce que l'État est organisé? Comment est-ce que les choses fonctionnent? Je vais d'abord commencer par, quand on parle d'État de droit, je vais commencer par notre juriste. Sur le plan droit, comment est-ce que l'État est organisé? Merci beaucoup Bougma, merci de convier à cette émission pour discuter avec en tout cas des grands commis de l'État et voilà, des gens qui ont servi l'État à un niveau élevé de responsabilité. Tous les plaisirs pour moi de pouvoir en tout cas partager cette heure d'émission avec eux. Ceci dit, l'État d'abord, il faut d'abord souligner que c'est tout un processus et il y a eu plusieurs approches pour essayer de donner une définition à l'État. Donc il y a à la fois des approches d'ordre philosophique, d'ordre sociologique, d'ordre juridique, voilà. Mais toujours est-il que sur l'œil du juriste que je suis, le processus d'institutionnalisation de l'État moderne, voilà, parce qu'il a connu plusieurs mutations aussi, mais pour l'État moderne, nous on aime caractériser son autorité par le fait qu'il est le seul détenteur de la force physique coercitive, la contrainte coercitive. Donc pour dire que si dans un État, seul l'État, dans un État, c'est-à-dire seul l'État peut exercer la contrainte sur les individus. Et comme ça aussi inspiré aussi de l'approche philosophique, puisque à la suite des auteurs comme Platon, Aristote et tout ça, Jean-Jacques Rousseau, qui dans son ouvrage Le contrat social donne voilà ce contour philosophique de la construction de l'État, et il estime que c'est un contrat social. Et donc juridiquement, pour nous, le socle de ce contrat social dans un État, c'est la Constitution, qui est d'ailleurs considéré par nous les juristes comme étant justement le pacte social, le contrat social qui organise notre vie en
société, en communauté. Et donc, la Constitution, de ce point de vue, est considérée comme la loi fondamentale, c'est-à-dire la reine de toutes les lois, et toutes les lois tirent les sources de cette dernière. Donc, c'est elle qui organise les institutions, qui distribue les pouvoirs de façon horizontale, aussi verticale. Et lorsqu'on parle de distribution horizontale, il s'agit de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aussi la répartition verticale, elle concerne la décentralisation, et M. Siré, voilà, lui c'est son domaine, c'est son dada. Donc la Constitution organise un peu tout ça. Et il y a, bien entendu, puisque qui dit, quand je parlais tantôt du fait que c'est l'État seul qui a le monopole de la contrainte, ça veut dire aussi, c'est ça qui fonde aussi l'autorité de l'État. Voilà. Et donc, nous sommes dans des sociétés, des règles sont édictées. Il faut que les citoyens, l'État doit se donner les moyens d'élaborer des textes, de les adopter, et surtout se donner les moyens de leur application et les moyens de contraindre les gens à les appliquer et de sanctionner éventuellement s'il y a manquement au respect de ces normes-là. Donc, sommairement, c'est un peu cela. Voilà, et donc c'est pour cela vous verrez dans un État, voilà, la Constitution vise justement à organiser cette vie en communauté. Voilà. D'accord. Alors, une Constitution qui organise, qui distribue et donc qui permet qu'effectivement les choses fonctionnent naturellement, voilà, avec fluidité. Mais oui, mais bon, il y a bien d'autres éléments que je n'ai pas ajoutés. Pour parler aussi d'État, ça prend en compte c'est la dimension composition. J'ai donné un instrument, le contrat social, qui est la Constitution. Mais pour avoir un État, il faut avoir un territoire, c'est-à-dire l'État a des limites territoriales, il faut avoir une population, voilà, et aussi, troisièmement, il faut avoir un pouvoir politique. Et donc, l'État, c'est le support institutionnel du pouvoir politique. Voilà, sommairement défini. Si ces éléments sont réunis, l'État devient en ce moment le support institutionnel du pouvoir politique. Donc, le pouvoir politique, justement, est chargé d'animer, d'organiser, voilà, toute cette vie en société. Et c'est pour cela, bon, d'un pays à un autre, vous entendrez parler tantôt, bon, c'est une extension, hein, État-nation, ou État tout simplement, où on a la nation sans avoir l'État, où on a l'État sans avoir la nation, où on a les deux à la fois. Ça, c'est selon. Voilà. Mais toujours est-il que tout ceci, c'est le fruit d'une construction. Merci bien. Alors, nous venons d'avoir le regard de notre juriste. À présent, je vais me retourner vers notre sociologue. Et effectivement, il dit l'État, il y a bien sur le plan juridique, sur le plan sociologique, et puis bon, il y a toute cette organisation qui va avec. Pour vous, comment est-ce que l'État s'exprime du regard du sociologue que vous êtes? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Prendre part à cette rencontre. C'est un sujet très intéressant et d'actualité. Et d'un point de vue sociologique, avant qu'on parle de l'État moderne, il y avait plusieurs formes d'organisation des sociétés qui ne prend pas les caractéristiques ou les appellations qu'on a aujourd'hui, mais toute société est organisée. Elle est organisée dans sa structure et dans sa culture. Et ce sont les deux éléments fondamentaux qui permettent la structuration, l'organisation et le fonctionnement d'une société humaine et même animale. Parce qu'il n'y a pas seulement que les sociétés humaines qui sont organisées. On peut voir dans le règne animal beaucoup d'espèces animales qui sont organisées. Mais en ce qui concerne les êtres humains, l'organisation de l'autorité de ce qu'on pourrait appeler l'État, dans sa forme la plus primitive, elle se fonde sur le lien d'appartenance, le lien de sang. Et la transmission de l'autorité est basée donc sur l'ascendance, sur la filiation. Et le dépositaire de l'autorité, il acquiert donc son pouvoir par la naissance. Et tous les autres individus se reconnaissent dans son autorité, mais également respectent son autorité
parce qu'il est le garant de l'unité du groupe, mais aussi le protecteur de tous. C'est comme si celui qui est en position d'autorité, je pense à nos chefs traditionnels comme on en a, ils sont comme les responsables de la protection de tous sans exception au sein du groupe social, pour protéger les droits, protéger les intérêts, protéger les biens dans le groupe, et même les plus fragiles, même les plus vulnérables sont reconnus et respectés dans le groupe social. L'autorité en ce moment, il y a cette soumission volontaire des membres du groupe, sans contestation de l'autorité de celui qui est placé au devant pour diriger le groupe, pour répondre au nom du groupe et pour protéger, agir et protéger le groupe. Donc c'est grosso modo ce que je peux dire pour ne pas aller dans des définitions trop complexes. C'est le lien de sang, c'est la filiation, c'est le sentiment d'appartenance qui organise la vie sociale dans les sociétés traditionnelles, et d'un point de vue sociologique, on l'aborde toujours de cette manière en distinguant la structure de la société, comment elle est organisée, les normes, les règles et puis les principes qui régissent la vie au sein du groupe social et auquel tout le monde est donc amené à respecter, y compris celui donc qui est en position d'autorité. Merci bien. Alors cette fois-ci, nous allons M. Séré, dans la présentation, je l'ai rappelé, vous êtes administrateur civil, vous avez officié en tant que secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, donc de la décentralisation de la sécurité. Et donc c'est un ministère clé également dans l'appareil de l'État par rapport aux questions administratives. Alors, d'un point de vue de l'administration, qui est l'émanation de l'organisation de l'État qui existe, donc qui s'exerce maintenant à travers les différentes institutions, dont les ministères, comment est-ce que dans l'administration, l'autorité de l'État s'exerce? Il faut dire d'abord que l'autorité dérive du mot, étymologiquement, le mot auctoritas. Auctoritas qui se décompose en augere, l'accroissement, la consolidation, et Augustus, le suprême, le grand. C'est-à-dire, l'autorité est un dispositif qui permet de faire grandir ce qu'on appelle le charisme. Le charisme qu'on verra, on peut évoquer le charisme au plan théologique, à savoir que c'est un don que Dieu donne et octroie à un individu pour avoir de l'autorité sur ses semblables, qui lui obéissent en sachant qu'il est dévoué pour le bien commun. Ça, c'est la première définition du charisme. Autorité et charisme, dans certains ouvrages précis dedans, vous verrez que c'est des synonymes. Et c'est une réalité, puisqu'on verra que l'autorité découle de deux choses. Les deux sources de l'autorité, c'est quoi? C'est la source légale, qui donc se rattache aux lois et règlements d'une part, à la fonction d'autre part. Ça veut dire que quand quelqu'un a une autorité, ça veut dire qu'on dit, voilà, monsieur est directeur provincial de l'agriculture. Il est agent technique de l'agriculture, infirmier diplômé d'État. On verra la différence avec la fonction. Directeur provincial, c'est la fonction. Oui. Ça peut être un technicien supérieur d'agriculture, un ingénieur agronome qui devient maintenant directeur provincial 2. Les deux peuvent se confondre. Il y a des cas où l'autorité se confond à un mixage de la fonction et de l'attribution par la loi et le règlement. Ouais. Et enfin, il y a l'autorité par le charisme qui découle de la compétence. Et ça, le charisme, c'est par exemple, ça peut être une ancienneté, une capacité particulière. Donc l'autorité, c'est quoi? C'est, au sens étymologique, c'est d'abord de se reposer sur trois branches. Première branche, c'est l'historicité. On est autorité parce que on invoque quelque chose qui existe, qui a existé et qui doit exister. Par exemple,
le procureur du Faso près le tribunal de. Donc l'historicité, c'est la justice qu'on rend au nom du peuple, avec un instrument qu'on appelle le tribunal de grande instance, et ainsi de suite. Donc il y a l'historicité, et puis il y a ce qu'on doit apporter, c'est-à-dire c'est un plateau d'obligations, de réserves, de devoirs, de prestations. Et enfin, il y a ce que soi-même, on doit pouvoir apporter en plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'autorité se décompose en autorité charismatique et en autorité légitime. C'est ces deux types d'autorité qu'on retrouve dans l'administration publique, dans les administrations civiles de l'État, dans l'armée, dans le pouvoir judiciaire et dans toutes les autres composantes de ce qu'on appelle l'État, comme l'a aussi bien dit petit frère Somda, c'est la principale organisation humaine, la plus permanente, qui recouvre une population, un territoire et des outils supervisés par la Constitution. Donc, l'autorité est au service d'un État. Sinon, en fait, l'autorité privée ou familiale ou autre, c'est pas ce qui nous intéresse, je crois, autour de cette... Tout à fait. Voilà. Donc l'autorité là, c'est vraiment une autorité qui est dévolue par capacité d'abord, par compétence, par une sorte de background et enfin, je le dis, une vision de l'historicité, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on est, de ce qu'on incarne, une audace à agir et enfin un engagement à servir. D'accord. Dans le sens de l'intérêt général ou du bien commun. Merci à M. Séré pour son intervention sur comment est-ce que l'État se manifeste au niveau de l'administration. Maintenant, le constat il est là, il y a un effritement de l'autorité de l'État qui se manifeste à travers plusieurs choses qu'on voit. Il y a la contestation, la défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État et on a l'impression que tout ce qui vient de l'État ou bien tout ce qui vient d'un personnage qui représente la force publique ou, comme on le dit, le gouvernement doit être sujet à contestation ou à manifestation. Comment est-ce qu'on est arrivé là sociologiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu révéler qu'il y a des choses qui sont venues, il y en a qui ne comprennent pas comment ces choses fonctionnent, d'un point de vue organisation, il y en a qui ne se retrouvent pas, parce que vous parlez d'affiliation, de lien de sang, au moment où il parle d'autres types d'organisations. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une telle situation? D'abord, la légitimité de l'autorité est basée sur les liens de confiance qui existent entre les individus qui sont membres d'une même entité au-dessus de laquelle cette autorité s'exerce. Cette légitimité basée sur la confiance permet à la personne qui est en situation d'autorité d'exercer son pouvoir sans contestation. Or, ce qu'on remarque actuellement, c'est que il y a une crise de confiance. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'effritement de l'autorité reflète plus une crise de confiance. Et cette crise de confiance est liée à l'évolution de la société, la modernisation de la société dans son ensemble. Parce qu'on est passé de modèles de société où les individus les liens entre les individus sont très serrés à une forme, ce qu'on appelle la modernisation aujourd'hui, où il y a un individualisme. J'ai dit que celui qui exerce l'autorité l'exerce sur des individus qui se soumettent volontairement aux normes et règles que le groupe s'est donné pour organiser sa vie. Mais avec la modernisation de la société, on est dans une situation où chacun définit les règles auxquelles il veut obéir et les règles auxquelles il ne veut pas obéir. Et cet individualisme dans le comportement, cet individualisme dans la façon de voir le monde fait que celui qui exerce l'autorité maintenant doit pouvoir répondre aux droits que ces individus réclament, mais il refuse
les devoirs qui vont avec le vivre ensemble. Donc, cette transformation de la société est un aspect très important qu'il faut prendre en compte quand on parle aujourd'hui d'effritement de l'autorité. La modernisation de la société s'accompagne d'un individualisme exacerbé, lequel individualisme met les personnes en situation d'autorité face à des individus qui ont des droits à réclamer, mais qui n'estiment pas avoir des devoirs. Il fallait faire quoi? Et j'ai parlé aussi des crises de confiance, oui. Parce que qui dit droit dit besoin. Et qui dit besoin dit obligation en termes de dépenses. Et tant que ces droits-là ne sont pas satisfaits, les individus se retrouvent dans une situation de frustration et de revendication de droits, mais que l'autorité n'est pas toujours en mesure de satisfaire entièrement. Donc, dans la société moderne, les individus ont des aspirations de plus en plus élevées, lesquelles aspirations se nourrissent de ce que le marché propose, parce que les sociétés modernes sont des sociétés de consommation par définition, et donc plus les individus aspirent à des choses que le marché propose, et il y a les besoins humains fondamentaux, mais il y a tout ce que le marché propose pour lesquels l'État n'est pas toujours en mesure donc de satisfaire, et ça crée des insatisfactions, et ces insatisfactions font naître des crises, et les crises, quand elles ne sont pas bien gérées, aboutissent à des mouvements sociaux et des mouvements de défiance de l'autorité de l'État, ou en tout cas de l'autorité des gouvernants. Alors il y a la contestation, comme je l'ai dit, à outrance, ou bien la défiance dans le passé. Il y a un passé très récent où quand il y a un accrochage entre un automobiliste et puis quelqu'un qui a un engin à 2 roues ou bien un piéton, automatiquement c'est l'automobiliste qui n'a pas raison, qui a volé de l'argent, il peut venir piétiner les gens, et puis rapidement il y avait des véhicules qui étaient incendiés. Après constat, on se rend compte que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'automobiliste que vous n'avez pas raison. Il y a quelqu'un qui a mal traversé effectivement la route. On a vu ces cas-là, mais qui sont demeurés également sans sanction. Est-ce que cela n'a pas contribué davantage à nourrir cette défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, qui parfois ne s'est pas exercée pleinement comme on le veut dans l'administration? Oui, tout à fait. Mais ce que je voudrais souligner avant d'en arriver à la réponse à votre question, d'abord, tantôt dans la définition de l'État et dans le processus de construction de l'État, j'ai montré que l'État moderne, tel que connu sur le continent ici, est le fruit d'une imposition coloniale. Parce que nos sociétés n'étaient pas organisées sous cette forme. Donc ce modèle qu'on nous a servi est un modèle importé. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui qualifient l'État africain d'État rhizome. Ça caricature très bien la situation de l'État africain. Voilà. Ce qui veut dire que nous sommes dans un système où les gens ont le sentiment qu'on leur a imposé un modèle qui n'est pas leur modèle. Et si vous remarquez en Afrique, et particulièrement au Burkina, il y a une sorte de dualisme. C'est-à-dire les règles de l'État moderne se côtoient les règles de l'État traditionnel. Que ce soit sur le plan de la justice, on a des juridictions, mais il y a des populations qui sont totalement éloignées de ces juridictions et qui continuent d'utiliser les mécanismes traditionnels de résolution des conflits qui, pour ces populations-là, garantissent plus l'équilibre social. Regardez comment on tranche un procès dans nos sociétés. On tranche le procès. Celui qui a tort et celui qui a raison ont encore cette possibilité de vivre ensemble dans la symbiose, en harmonie. Et il y a cette façon subtile de dire le droit sans frustrer, sans être. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, quand vous arrivez au tribunal moderne, devant une TGI, au sortir du TGI, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité pour les gens de se remettre ensemble et de vivre ensemble. Donc, il y a ce dualisme institutionnel-là entre un ordre moderne et un ordre traditionnel qui continue de se côtoyer. C'est-à-dire sans jamais trop s'interpénétrer. En même temps aussi, par moment, il y a une sorte d'imbrication
entre cet ordre traditionnel et cet ordre moderne. Puisque, au fond, c'est quoi? Ce qu'on appelle pouvoir politique, parfois recherche auprès des pouvoirs traditionnels une légitimité qu'ils n'ont pas en réalité. Donc, auprès des autorités religieuses, des autorités traditionnelles, les pouvoirs politiques modernes vont rechercher la légitimité auprès de ces derniers. Oui, quand quelqu'un nommé au Burkina, rapidement, il court au palais Mougonaba, il fait la ronde pour se présenter avant de prendre des bénédictions, avant de repartir. Voilà, vous avez tout compris. Donc, il y a ce premier élément que nous pouvons souligner. Deuxièmement, vous avez pris un exemple sur les cas d'accident où lorsque tu es dans un véhicule, voilà, surtout si c'est un véhicule d'un certain standing, ben on estime que c'est les voleurs du peuple là comme ça. Tout ça, c'est justement dû au fait qu'on a une société burkinabé dans laquelle il y a eu trop d'impunité dans les crimes de sang, dans les crimes économiques, qui a fini par créer la défiance. Les gens se disent, écoutez, si vous voulez, dans le cadre par exemple de cet accident, ou bien, on a pris le cas de la mais prenez le cas des vols. Dans un marché, tu voles, les gens préfèrent te régler ça tout de suite plutôt que d'appeler la police, d'appréhender et d'appeler la police pour venir prendre ce dernier et d'aller voilà, pour permettre en tout cas à ce qu'on puisse rendre un procès en bonne et due forme pour condamner ou disculper la personne. Mais pourquoi les gens, quand il y a un problème, ils préfèrent les régler? Ils se disent non, tu amènes quelqu'un à la police que parfois même il va arriver à la maison avant toi. Tu l'as convoqué, tu l'as pris, tu l'as appréhendé, un voleur, tu l'amènes au commissariat et du coup il arrive à la maison avant toi. Pour dire à quel point ils se disent que le système est entretenu par une sorte de corruption, de lacisme, de laisser aller. Donc on ne sent pas une ferme volonté de l'État d'œuvrer pour la bonne gouvernance. Parce que ici, en réalité, on touche fondamentalement les questions de gouvernance. Voilà, qui font que s'il n'y a pas la bonne gouvernance, les gens se disent, ils sont tentés de dire, ok, je me rends justice moi-même. En ce moment, ça devient de la vendetta. Or, dans un État, j'ai défini l'État comme étant le seul, normalement, dans une société moderne organisée, qui a le monopole de la contrainte. Donc, seul l'État peut appréhender quelqu'un et mettre en prison. Seul l'État peut vous priver d'un certain nombre de libertés. On vit ça avec le Covid. C'est l'État seul qui peut nous dire, ne sortez pas dehors de telle heure à telle heure, je vais voir personne dehors. Couvre-feu. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc, dans un État moderne, c'est l'État seul qui a justement cette autorité, ce monopole-là. Malheureusement, comme je dis, le système, il fonctionne de façon dualiste, c'est-à-dire il y a des ordres qui se côtoient. Donc, d'aucuns se reconnaissent dans l'ancien ordre et ne se reconnaissent pas toujours dans l'État moderne. C'est-à-dire il y a des Burkinabés pour lesquels la parole de l'autorité coutumière ou religieuse a plus de valeur que la parole de l'autorité politique moderne. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui crée justement cet effritement de l'autorité de l'État. Mais en plus, il faut souligner que nous sommes depuis 2015, disons 16 véritablement, dans une situation d'un État en véritable déliquescence. Voilà, c'est-à-dire l'autorité s'effrite au point que nous osons même parler d'un État d'un État failli. Donc pour dire à quel point il y a pas mal de choses pour lesquelles l'État n'arrive pas à apporter, à faire ressentir sa capacité responsive. L'administration, il a souligné, c'est le bras de l'État. C'est-à-dire l'administration est le bras de l'État. Et l'administration est chargée justement de mettre en œuvre tout ce qui est fonction régalienne de l'État. La justice, l'armée, la sécurité, etc. Malheureusement, aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité de faire face à cette capacité responsive. Du coup, son autorité prend un coup. Alors, il a dit, l'autorité, comme on appelle l'administration, c'est le bras, effectivement. Sauf que l'image de cette administration également a pris un coup ces derniers temps. Il y a aussi la conduite de certains administrateurs qui laissent à désirer et qui impactent négativement sur l'image de notre administration par rapport à un certain nombre d'actes qui ont été pris, par rapport à des gens qui se sont laissés aller dans des malversations et puis des dossiers qui ne sont pas jugés. Et donc l'image de l'administrateur, donc du bras exécutant,
quand l'autorité également a été cornée. Alors vous avez été dans l'administration burkinabé. Comment est-ce qu'on est arrivé à de telles situations? Et quels sont ces cas que vous avez souvent vécus? Qui sont des cas écoles quand même. C'est vraiment un processus de délitement. C'est-à-dire que c'est un processus abrasif, qui est lent, qui n'est pas immédiatement perceptible, puis qui s'accélère au fur et à mesure de la corrosion. Aujourd'hui, la corrosion est accélérée, ça se voit, parce qu'on est presque au bout de la chaîne qui est normalement, donc, qui va se terminer par l'effondrement. Nous sommes proches de l'effondrement. Voilà. Je ne suis pas dans la théorie décliniste, mais logiquement, la perte de l'autorité aboutit à l'effondrement. Maintenant, l'effondrement doit permettre la résurgence d'un État nouveau avec une autorité nouvelle, donc, et doté de qualités nouvelles. Et ça, c'est un processus souvent qui est irréversible. Qu'est-ce qui se passe? L'autorité se décline à 4 niveaux. Au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau des collectivités, c'est au niveau décentralisé, et au niveau de la représentation territoriale de l'État. C'est le service déconcentré et les représentants de l'État, que sont les gouverneurs, les hauts-commissaires, les préfets. Vous avez le niveau déconcentré au niveau central, c'est-à-dire le niveau central, avec les administrations publiques, l'ensemble des administrations de l'État et de l'administration civile de l'État, comme on l'appelle, sous l'autorité suprême du Premier ministre. Pas si suprême que ça, on le verra. Et on a les institutions de l'État autour, qui sont des institutions tout court, des institutions constitutionnelles. Et on a le chef de l'État qui est la quatrième, la dernière sphère, en tant qu'autorité particulière, on verra. Si nous analysons aujourd'hui, on peut voir que depuis l'autorité suprême jusqu'à l'autorité au plus bas niveau, c'est-à-dire même un agent d'élevage qui a une certaine autorité, il y a un problème de fluidité de l'obéissance. C'est ce que l'autorité appelle l'obéissance consentie, et pas la contrainte. Alors, l'autorité qui se dégrade se caractérise par deux choses, deux faits majeurs. C'est d'abord l'autoritarisme. L'autoritarisme qui est total, la négation de l'autorité. C'est-à-dire c'est une surabondance d'affirmation de son autorité quand pratiquement personne ne la respecte plus. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amollissement de l'autorité, c'est-à-dire ce que les jeunes appellent le faillotisme, c'est-à-dire une autorité bidon qui est là et qui est comme un bouffon, l'autorité bouffonne. Les deux sont éminemment des dangers. Nous sommes dans les deux. Parce que dans la plupart des cas, quand l'autorité se détériore, c'est souvent les deux en intermittence qui se pratiquent. Et vous allez le voir dans plusieurs circonstances. Alors, maintenant, si on veut parler des manifestations concrètes, il y a beaucoup de cas. On peut déjà prendre au niveau territorial, par exemple, au niveau de l'administration locale, au niveau de l'administration déconcentrée, en remontant. Vous verrez que dans tous les cas, on a vraiment aujourd'hui un problème d'affirmation de l'autorité qui manque de charisme. Charisme au sens grec, pas même charisme au sens fascination. Non, le charisme ordinaire qui va obligatoirement, c'est le charisme qui est la sensibilité particulière qui permet à l'autorité de se faire obéir sans avoir l'impression de forcer à se faire obéir. On obéit de façon instinctive, de façon normale, de façon convenue. Vous êtes l'autorité sur cette émission. Et nous sommes venus, nous avons convenu que vous avez notre autorité, nous l'acceptons, c'est légitime. Vous n'avez pas besoin de dire, ah, c'est moi qui préside ça. Non, non, non. Or, dès que l'autorité est en faillite, elle a souvent recours à des méthodes qui, justement, lui permettent soit de tenter de se réfugier dans des pratiques magico-religieuses, comme on l'a dit tout à l'heure, ou dans d'autres pratiques, c'est-à-dire faire appel à des dispositifs qui sont para-administratifs. C'est-à-dire on crée des mécanismes pour essayer de compenser. Vous voyez par exemple qu'il y a des entités administratives entières qui se caractérisent par des phénomènes actuellement extrêmement explosifs. Vous allez dans un ministère, vous ne voyez personne qui soit en mesure de vous parler d'un dossier du ministère.
de façon sérieuse. Il y a des gens qui sont à responsabilité, mais qui manifestement ne sont au courant de rien, n'ont aucune capacité, n'ont aucune compétence, n'ont aucun background. Comment est-ce qu'on a dit politisation de ça se passe? Évidemment, c'est la politisation. Soit par complaisance, ou compétence c'est de la un personne. ensemble. C'est pour ça que je dis, on a sectionné l'autorité et on a brisé sur le flux nerveux qui doit permettre d'alimenter l'autorité. Parce que même l'instituteur dans sa classe est une autorité suprême de la connaissance. Alors, si vous mettez dedans quelqu'un qui n'a pas le background pour enseigner, l'intéressé va dilapider l'autorité. Et si ça persiste dans la même classe, l'autorité va se dissoudre à ce niveau jusqu'à ce que les gens ne croient plus en cette autorité. Alors, beaucoup pointent du doigt la politisation de l'administration qui fait que certains cadres inférieurs ont plus de pouvoir ou plus d'autorité même que son patron ou son chef. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut dépolitiser même l'administration? L'administration, par essence, est apolitique. Ça fait partie de cette définition traditionnelle. Elle est neutre et elle est apolitique. Est-ce que ça va marcher? Si elle est élue présidente... C'est rassurant que vous me demandez est-ce que c'est possible. Ça veut dire que nous-mêmes, on a fini par croire que l'administration doit être manipulée. Elle doit être... non, elle est par essence neutre. Je voudrais partir. On ne peut pas trouver quelque chose de plus neutre que de l'administration. On n'a pas inventé encore ça. Juste une précision, quand je pose la question de savoir si c'est possible. Elle est élue présidente de la République sous la bannière d'un parti politique. Elle nomme des gens qui sont issus de son parti, qui nomment des gens également qui sont issus de son parti, mais ce sont des hommes politiques. C'est ça. Mais est-ce que c'est possible de le faire La Constitution a créé les délimitations. Ça dit qu'il y a la responsabilité de ceux qui doivent concevoir, organiser et programmer l'itinéraire du développement de la nation à partir du projet de société du chef de l'État. Donc il y a des gens qui doivent nommer discrétionnairement et qui ont une responsabilité pour faire ce pilotage-là. Et il y a des gens qui sont dans l'administration et qui évoluent dans l'administration par un cursus, c'est-à-dire par une graduation. Et ça, normalement, on ne doit pas mélanger les deux. Et je vous dis pourquoi ce qui se passe en Afrique, et généralement, et particulièrement au Burkina, depuis malheureusement la révolution. Les premiers ont commencé sous le CMPR. Mais c'est à partir de la révolution, en vérité, que la dérive s'est enclenchée. De façon irréversible. Elle n'a fait que s'agrandir pour donner une béance aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, je voudrais invoquer deux choses. Premier facteur, c'est que nous avons confondu le système communiste, le système de partitocratie d'État avec le système multipartiste en général. Dans la partitocratie d'État, ça veut dire que, en fait, l'intérêt suprême est incarné par le parti politique. Quand vous prenez le parti communiste chinois, le parti sud-coréen, le parti nord-coréen, le parti vietnamien, ça veut dire que vous avez le secrétaire général, vous avez le secrétariat permanent, vous avez le comité central, vous avez le politburo, etc. Ce sont eux qui sont supposés détenir l'orientation de la nation. Et donc, se font entourer de personnes pour travailler dans le cadre de cette orientation. Donc, des chefs de cellules, des chefs de fédérations provinciales, etc. etc. L'équivalent ici, si vous voulez, vous prenez le parti au pouvoir, le MPP, c'est l'équivalent de ces structures de concentrés, etc. Maintenant, vous avez l'État dans sa permanence qui est incarné par les administrations civiles, l'armée et la justice. Et la révolution a fait quoi? Voilà. La révolution déjà a eu le tort de dire qu'en réalité, nous sortons des entrailles d'un État de type bourgeois et qu'il fallait peut-être pulvériser cet État-là pour créer un autre État. Mais pour créer cet État, on n'a pas défini, si vous lisez les documents, vous verrez qu'effectivement, on a défini des classes sociales. Mais on n'a pas défini le nouveau type d'État qu'on devait faire. Peut-être qu'il devait y avoir une deuxième déclinaison du DOP. Il fallait créer, par exemple, un État communiste, de type communiste, c'est-à-dire de type partitocratique d'État. En ce moment, ça se comprend. Vous allez en Chine, les directeurs, les responsables techniques, là, au niveau des hôpitaux,
au niveau des administrations, au niveau des industries ou pas, ce ne sont pas des membres du Parti communiste. Quelques-uns sont des sympathisants ou des militants lambda du Parti communiste. Voilà. Mais ils progressent en tant que spécialistes, concepteurs et spécialistes de tel ou tel type de branche d'activité. Sous la responsabilité bien convenue du parti-État. Ici, en fait, le parti, dans le cas le parti, dans notre système, le parti même en réalité, quand il a fini de faire élire ses représentants à l'Assemblée nationale et le chef de l'État, en réalité, il n'est plus rien jusqu'à une prochaine consultation électorale. Il n'est pas dans le dispositif de l'État. Il se retire. Il est comme les autres partis, en retrait. Il agit pour stimuler, encourager, exhorter ses militants à se tenir correctement dans les lieux où ils ont eu des mandats pour agir. Mais il ne doit pas agir en se disant non, dans ce cas, il faut que nous puissions influencer l'administration, et c'est l'erreur qui a commencé sous la Révolution. Aujourd'hui, c'est des miasmes qu'on retrouve maintenant dans l'administration. Des miasmes vraiment nauséeux. Et ce qui se passe, c'est clair que évidemment, notre administration ne fera que elle est en train d'aller en petits morceaux. Voilà. Alors, on a la chance, vous avez été ministre, oui, allez-y. Oui. Moi, je veux relever exactement dans le même sens le développement de la prédation au sein de l'administration. Cette prédation, elle est motivée par cet individualisme. On n'est pas là pour l'intérêt commun, on n'est pas là pour le bien commun, mais on est là les niveaux, chacun cherche sa part. D'abord pour lui. Chacun cherche sa part. Donc, on n'est plus là pour se mettre ensemble pour construire un État-nation avec des institutions fortes et tout ce que vous voulez, mais chacun est là pour chercher ce qu'il faut pour lui en per diem, en frais de ceci, en frais de mission, en quoi. C'est devenu cette façon de voir l'État-là qui prévaut. Et ça renvoie à ce que j'appelle l'individualisme exacerbé. Le délitement de l'État, la crise de l'État, c'est la crise du lien social. C'est la crise du vivre ensemble. C'est la crise de la responsabilité mutuelle que les citoyens doivent avoir les uns envers les autres. C'est cette crise du chacun pour soi. Maintenant, la vision, on n'a pas une vision d'un État, d'un pays à construire, mais on a une vision de petits projets de vie personnelle dans lesquels chacun essaye de piocher à gauche et à droite. À tous les niveaux, ce n'est pas seulement c'est pas seulement une affaire c'est pas les gouvernants seulement, mais c'est à tous les niveaux que cela est observé. Maintenant, la légitimité, comme on pourrait le dire, qui est procurée par l'élection, ça devient seulement quelque chose de légal. C'est la légalité qui est préservée. Mais la légitimité sociale, la légitimité fondamentale qui devrait être là au cœur même de l'autorité, elle est complètement vidée. Dans la mesure où on a comme des individus assemblés, un conglomérat, mais sans rien qui nous lie. Nous sommes vraiment juxtaposés les uns à côté des autres. À la limite, il n'y a rien qui nous lie les uns aux autres parce que nous ne partageons plus les mêmes valeurs, nous ne partageons plus la même vision, nous ne partageons plus les mêmes aspirations pour la nation dans laquelle nous vivons, mais c'est devenu chacun avec son projet de vie personnelle qui se débrouille pour pouvoir atteindre ses propres objectifs, mais qui n'est pas là pour se répondre à une autorité, à la hiérarchie ou en tout cas quelqu'un qui est positionné à un niveau. Il a parlé du djihadisme. Et je vais revenir à ça. Le fait qu'on mélange le traditionnel, le moderne au gré des circonstances, on tombe dans un système de valeurs, on tombe dans l'autre. C'est ce mélange-là même qui crée plus la confusion. Parce que finalement, on ne sait plus. Même si on est une société en transition, on a quitté la modernité et la tradition. On n'est plus une société traditionnelle au sens propre du terme. Mais on n'est pas encore une société moderne au sens vrai du terme. Nous sommes au milieu, un avatar, au milieu, quelque chose
on n'est pas moderne, on n'est pas traditionnel, ni figue ni raisin, et dans laquelle ce qui faisait notre identité, ce qui fondait notre identité, nous avons mis ça de côté comme étant dépassé. Les valeurs, l'intégrité, la solidarité, l'amour du travail, ce qui faisait les valeurs fondamentales de la société, nous avons mis ça de côté. Et maintenant, nous tendons vers des valeurs individualistes qui sont vraiment orientées vers l'accumulation individuelle des biens et des richesses, mais plus vers, on n'est plus dans l'entraide sociale, on n'est plus. Donc ça, c'est cette façon de jongler au quotidien entre les normes et les valeurs qui crée plus la tension au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. D'accord. Alors qu'il n'est pas de l'intérêt également d'ailleurs du citoyen de travailler à affaiblir l'autorité de l'État, parce que le philosophe dit si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Paul Valéry. Travailler effectivement davantage à tirer l'autorité de l'État vers le bas au plan individuel ou au plan collectif est même préjudiciable, non seulement pour la société mais pour le citoyen. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Paul Valéry. Voilà, qui en tout cas qui fait savoir clairement effectivement que si l'État est fort, il nous écrase, quand il est faible, nous périssons. C'est exact. C'est-à-dire on n'a pas d'intérêt à avoir un État faible. On n'a pas d'intérêt à avoir un État faible. Mais avant peut-être de réagir, je voudrais ajouter deux, trois éléments importants sur ce qui explique le délitement de l'État. C'est aussi la crise de la citoyenneté. Allez-y, on n'a plus assez. Voilà, la crise de la citoyenneté, la crise du civisme, voilà, cet attachement à la collectivité, mais également elle a souligné quelque chose d'important, la crise des valeurs et la méconnaissance des intérêts nationaux. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme des éléments qu'on peut brandir comme étant les valeurs, les intérêts autour desquels justement on peut fédérer nos énergies pour bâtir justement cet État moderne où il fait bon vivre pour tous. Et aussi, il y a également l'incapacité de l'État à faire face à apporter des réponses. Parce que qui dit démocratie dit aussi la capacité de l'État justement à générer justement des richesses et à les redistribuer. Voilà, donc aujourd'hui, on a un État qui n'est même pas capable d'assurer justement ses fonctions régaliennes. Donc, tout ça explique son délitement. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, nul n'a intérêt justement à ce que cet État-là, l'État s'affaisse. Que l'État soit justement en délitement. Parce que s'il est en délitement, la sécurité individuelle et collective est déjà l'un des premiers enjeux de ce délitement. Parce que c'est comme si on replonge les gens, les uns et les autres, dans l'état de nature, où le plus fort fait sa loi. Alors qu'on est dans un système où on est, ce que comme Blaise Pascal le disait, voilà, le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne convertisse, traduit justement sa force en loi et l'obéissance en devoir. C'est ça qui crée l'État moderne dans lequel justement chacun a la règle de droit comme élément de base pour justement apporter, comme élément de base sur laquelle on peut s'appuyer pour soit défendre ses intérêts en cas de violation ou aussi au cas où quelqu'un voudrait m'opprimer. Donc, c'est l'état de droit lui-même aujourd'hui qui est en question. Voilà. Donc, cette capacité de l'État justement à permettre à faire de la règle de droit la même pour tous, à faire de sorte à ce que la règle de droit respecte les principes de la hiérarchie des normes, à faire de sorte à ce que chaque citoyen trouve en l'État la protection de ses dons. C'est un État solide, debout sur ses pieds, qui a cette force de contrainte qui peut aujourd'hui permettre aux uns et aux autres, c'est-à-dire remettre les uns et les autres justement au pas. Quand je dis au pas, ça veut pas dire, c'est pas forcément par la violence qu'on peut faire certaines choses, mais l'approche par les hauts. C'est que les anglo-saxons, parce qu'il y a le top-down et le bottom-up. L'approche par les hauts, c'est-à-dire et l'exemple par les hauts. Aujourd'hui, on a des autorités au sommet de l'État qui n'arrivent pas à donner cet exemple par les hauts. Ça veut dire, quand on dit par exemple aux gens de serrer la ceinture, vous voyez, l'avantage d'un président comme Sankara, quand il disait serrer la ceinture, il est le premier à en serrer. Et ça donne le courage à tout le monde de
serrer la ceinture. Mais quand on dit aux gens serrer la ceinture, pendant ce temps, on teste des trucs pour agrandir davantage sa ceinture, vous voyez, ça crée des problèmes de confiance. Donc aujourd'hui, pour rebâtir un État solide qui inspire le respect, il faut, pour moi, faire de sorte à ce que l'exemple vienne d'en haut et que les dirigeants aient cette légitimité doublée de la légalité. Parce que, je l'ai souligné, pour une élection, vous avez par exemple 5 millions d'électeurs potentiels, 8 millions d'électeurs potentiels, mais vous avez 2 millions qui vont voter. Quand on désigne un tel président, il accepte la légalité, mais la légitimité pose défaut. Donc du coup, tout ce beau monde qui n'a pas voté là, c'est le truc des gens qui agissent hors système. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de corriger pour faire de sorte à ce que ceux qui sont à la tête de l'État soient des gens justement qui reflètent les différents composants de la société burkinabé qui incarnent à la fois légitimité et légalité et qui incarnent surtout l'exemple par le haut. D'accord. Alors, comment on fait pour amener les choses à leur juste proportion? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, donc c'est en même temps sur tous les tables. Lui, là, M. Sonda a commencé. Comment on fait pour amener les choses à leur juste proportion pour sauver l'essentiel, comme on l'a dit, sauver l'État? À mon avis, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Mais je pense que nous sommes un des rares pays à s'être fait harakiri. Parce que je crois que l'État lui-même s'est retourné contre lui-même. Depuis l'insurrection jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État lui-même qui s'est retourné contre lui-même. Et en ce moment, tout ce qui est en train de se passer, c'est l'exemple qu'on a donné à cette occasion maintenant qu'on doit rattraper. Et les gens ont appris comment il faut traiter l'autorité de l'État, mais peut-être ils n'ont peut-être pas bien compris. Et là, maintenant, ils perpétuent les actes et les façons de faire qui ont été développées à cette occasion et n'arrivent pas à en sortir. Donc, nous sommes dans une situation maintenant de contestation permanente qui ne permet pas à l'autorité de l'État de s'exercer. Donc, il faut un changement au niveau des citoyens. Lui, il a dit tout de suite, il faut un changement au niveau des gouvernants, mais il faut un changement au niveau des citoyens parce que tout le monde est conscient que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Il faut changer les valeurs. Les valeurs, vraiment, l'amour de l'argent et des biens matériels, ça a pris le pas sur tout le reste. Donc, en termes de valeurs, qu'est-ce qu'il faut réinventer? Identifier le nouveau paquet de valeurs autour desquelles tous les Burkinabés vont accepter de se réunir. Sinon, si chacun continue de faire ce qu'il veut, c'est ça on a traduit la démographie. Ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu as des droits, mais que tu as des devoirs. Or, les gens n'ont retenu que les droits et ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent agir n'importe comment et ils n'ont de respect ni pour personne. Ça commence du niveau de la famille jusqu'à le plus haut possible. Personne ne respecte personne et on ne peut pas construire. Donc, il faut réinventer rebâtir les normes et les règles minimales de notre vivre ensemble. Sinon, on ne peut pas. Le changement serait irréversible, comme lui l'a dit. C'est pas seulement au Burkina, c'est un phénomène mondial, il faut le préciser. C'est pas seulement au Burkina que la crise de l'État se pose, mais elle se pose plus gravement dans notre contexte, compte tenu de notre histoire politique, compte tenu de nos réalités socio-culturelles. Et il faut travailler aujourd'hui à discipliner les Burkinabés et à avoir un leadership de qualité au-dessus, en tout cas pour conduire les affaires de l'État. Alors, M. Séré. Oui, moi je trouve qu'il y a un tropisme qu'il faut dénoncer, notamment sur le tradit État. L'autorité coutumière n'est pas en crise. Il n'y a aucune autorité coutumière qui est en crise. La dernière manifestation d'une autorité coutumière, c'est l'Europénie. L'autorité coutumière reste vivace et reste intacte, plus ou moins. Donc, en réalité, le contact, les frictions entre l'autorité moderne et l'autorité traditionnelle, là, en réalité, ce n'est pas l'autorité, c'est pas une dégénération de l'autorité coutumière. C'est plutôt un repli d'une mauvaise autorité pour aller chercher refuge auprès de l'autorité coutumière.
c'est une hybridation négative. Mais il faut qu'on ramène les choses dans le contexte. C'est le contexte et l'évolution. C'est ça qui nous permet d'avoir les remèdes pour pouvoir corriger les choses. Quand vous prenez toute la période de la gouvernance comparée, ça a été caractérisé par un totalitarisme qui n'a jamais dit son nom. Un totalitarisme de type communiste qui continue. En réalité, nous sommes toujours dans la gouvernance comparée. Il n'y a eu que une parenthèse d'1 an. Depuis 87, nous sommes dans la gouvernance comparée qui a totalement éliminé les valeurs cardinales qui sont attachées à l'autorité pour tenter justement d'asseoir un pouvoir de type totalitaire. Voilà. En fait, quand vous prenez par exemple, que ce soit le CDP ou le MPP aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'il y a une insistance forcenée à asseoir des structures dans les administrations de l'État, ce qui n'a aucun sens. Alors, il n'y a que les syndicats qui peuvent participer dans la vie d'une administration. On n'a pas besoin, l'administration est un ensemble au service du politique. On n'a pas besoin de venir, voilà. Pourquoi? Parce que justement, il y a un manque de confiance de ces partis-là qui considèrent qu'il faut justement caporaliser l'administration pour pouvoir s'assurer en retour des dividendes politiques. Ça amène ce qu'on appelle la politisation. Et la politisation aujourd'hui a amené un affaissement total de l'autorité. Parce que simplement, les cooptations qui sont faites ne permettent pas de faire en sorte que l'administration se hisse à un niveau minimal souhaité. Et regardez aujourd'hui, en quelques jours, regardez les textes qui ont été pris. Quand vous les lisez, vous tombez à la renverse. Vous savez, si on vous dit que ça, c'est un pays comme le Burkina, qui a produit les meilleurs étudiants dans tous les domaines, en Afrique francophone, vous ne pouvez pas croire. En quelques 3 décennies, nous sommes totalement à terre. Quand vous prenez un texte de l'État, signé par le chef de l'État, on a l'impression que c'est un stagiaire à un arrêt de bus qui a élaboré ça. Et ça a traversé toutes les structures pour arriver au chef de l'État, qui lui aussi l'a signé. Ce sont des révélations qui préfigurent le fondement. Oui. Prenez le domaine électoral. Vous savez pourquoi la CENI a été créée? Parce que l'administration n'était pas viable. Elle était trop politisée. Donc on a créé une commission tripartite pour assurer la neutralité de l'activité du processus électoral. Mais écoutez, quand on veut régler un problème, est-ce qu'on met les 2 parties plus les OSC comme arbitre pour régler le problème? Est-ce que c'est comme ça dans la vie? Ce sont des organisations qu'on nous a plus ou moins imposées, des organisations négro-bizarroïdes, qui aujourd'hui sont devenues même ingérables. Parce que vous ne pouvez pas. De cette manière, vous ne pouvez pas continuer jusqu'en 2050. Vous n'avez aucune souveraineté électorale. Vous ne pouvez pas avoir une élection dans 2 semaines ou une élection à échéance constitutionnelle dans 2 mois. Vous ne pouvez pas. Parce que ça commence à devenir trop cher. Là où simplement ces administrations auraient dû simplement... Donc, pourquoi ne pas apurer l'administration pour qu'elle devienne ce qu'elle est, de par sa nature, simplement neutre, pour faire un travail pour lequel elle est instaurée. Parce que c'est ça. Je vous rappelle que le deuxième tour dans ce pays-là, c'est des élections organisées par le ministère de l'Intérieur. Il faudrait que les gens reviennent à ça. Dans la logique des CENI, les tribunaux de l'État, là, on devrait avoir les 2 parties, plus les ESC, pour former le tribunal. C'est cette logique. Donc on est dans des choses bizarres comme ça, qui ne veulent rien dire, et on continue jusqu'à aller se bloquer. Quand les élections vont atteindre 150 milliards, tout le monde va se dire, comment on va faire? En ce moment, on aura accumulé assez de bêtises et on ne pourra plus rien. Et c'est comme ça le fondement. Mais moi, je dis que le fondement, je l'appelle de tous mes voeux. Parce que c'est après le fondement que l'homme providentiel sort. Comme De Gaulle, comme Churchill, comme Roosevelt. C'est comme ça. Regardez Lincoln. Il a été accueilli avec une guerre civile. Quelques jours après son élection, il a été accueilli par une guerre. Mais regardez comment cet homme ordinaire est devenu extraordinaire du fait de
l'adversité. C'est ça un homme d'État. Donc, et c'est ça l'autorité. On doit l'avoir sous des formes différentes, depuis le chef de l'État jusqu'au dernier instructeur au village. C'est ça l'autorité. Comme quoi, quand on fout, on touche le fond, on revient à la surface. Tout à fait. Voilà qui est bien dit. Il nous faut nous ressaisir, nous refaire, donc dépolitiser notre administration et faire en sorte que le fondement de l'État soit connu et l'autorité restaurée dans ses pleins droits. Tout le monde y gagne, hein, comme l'a dit Paul Valéry, et je répète, l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Et aucun Burkinabé n'a intérêt à essayer que l'État soit faible parce que nous risquons de rentrer dans ce qu'on appelle la loi de la jungle. En attendant que les choses rentrent dans l'ordre, c'est notre souhait. Nous allons vous dire merci, vous qui nous avez suivis, et rappeler que cette émission Triangle a reçu aujourd'hui Madame Nestorine Sangaré, directrice exécutive du CRIGED et sociologue. Merci. Et nous avons reçu également Monsieur Kalifara Seré, administrateur civil, ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, aujourd'hui dans la consultation. Et Monsieur Assegna Anselme Sondas, chargé de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Il est juriste. Voilà. Merci, et je me joins à l'équipe de réalisation pour vous dire merci, vous qui nous avez suivis. Rendez-vous une autre fois pour un autre numéro de votre émission Triangle. Bien des choses chez vous.